ODH TV. Eh bien, je retrouve Éric Zurcher une nouvelle fois. Oui, rebonjour. Tu vas sortir un nouveau livre aux éditions JMG, qui est donc consacré aux rencontres rapprochées du troisième type dans le monde, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Donc ce livre peut être vu de différentes façons. On peut le voir comme une suite des apparitions humanoïdes. D'ailleurs, il s'appelle les apparitions mondiales humanoïdes, donc on peut le voir comme ça. On peut le voir autrement aussi, on peut le voir comme la fin d'une époque. J'ai tenu à le faire parce qu'il signe en quelque sorte la fin d'une époque. Comme je te l'avais dit la dernière fois, les apparitions d'humanoïdes, ce qu'on appelle les RR3, ont tendance à s'effilocher, à descendre de plus en plus quantitativement et qualitativement aussi d'ailleurs. Elles sont progressivement remplacées par les abductions, par tout un tas de choses. Et si la pente continue comme ça, d'ici 5-10 ans, il y en aura toujours, mais très peu. Donc c'est un peu la fin d'une époque. Donc ça m'a paru judicieux de faire un livre un peu témoignage, on peut le voir comme ça. Et puis c'est un livre où je dis un peu ce que je pense aussi de tout ça. Donc c'est peut-être intéressant aussi. Et puis c'est aussi un livre d'adieu, parce que je pense que je n'écrirai plus sur ce sujet. J'ai dit ce que j'avais à dire, et comme je l'ai souvent dit, on ne fait pas un livre pour faire un livre pour le plaisir, c'est pas ça. On fait un livre parce qu'on a quelque chose à dire, parce qu'on fait une étude, parce qu'on analyse un problème particulier, et Dieu sait qu'il y a des choses à analyser en ufologie. La première partie, c'est une introduction générale à la complexité, un rappel de ce que j'appelle moi les bases en ufologie, bon, ce qui peut servir à beaucoup d'ailleurs. Et la deuxième partie, ce sont les cas eux-mêmes. Donc voilà, tu les lis, c'est la partie intéressante. Bon. Et la troisième partie, on rentre dans le dur. On sera d'accord, on ne sera pas d'accord. Moi, je dis ce que je pense. Je dis, ça me parle, en quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça signifie? Je le dis. Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce qu'on constate d'un point de vue statistique, d'un point de vue d'analyse conceptuelle? Et je le dis. Donc, méthodiquement, par chapitre, même si c'est tout par petites touches, hein, quand même. C'est un peu... oui, c'est un peu tout par petites touches, et à la fin, ça prend un sens. Voilà, c'est un peu l'idée, hein, aussi. Et donc, je le dis, et après, chacun fera ce qu'il voudra avec ça, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne peux rien dire de plus. Je dis ce que j'ai constaté, moi. Voilà, moi, je constate ça, 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 ça. Et comment je fais? Je prends ce qui remonte du terrain et j'oublie, mais avant de prendre ce qui remonte du terrain, j'oublie tout. C'est-à-dire, je ne suis pas partisan de telle hypothèse, de telle idéologie, de tel machin, rien du tout. Qu'est-ce que ça me dit? Ça remonte du terrain, les gens ont vu ça. Qu'est-ce que ça me dit? Comment on peut l'interpréter? Est-ce qu'on peut? Peut-être des fois on ne peut pas, mais qu'est-ce que ça me dit? Et je constate certaines choses qui sont récurrentes. Donc, derrière cette apparence polymorphique, folle, incohérente, surréaliste, tout ce que tu veux, il y a une structuration de fond pour moi, là-dessous, qui est toujours la même. Et c'est ça que je décortique et que j'analyse. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Hein. On peut ne pas être d'accord, très bien, mais c'est ma façon de voir les choses. Je le dis, et je le dis pour la première et dernière fois. Voilà. Pour en venir, tu dis que c'est par palier. C'est un peu comme si c'était... La dernière fois, tu en parlais de la cuisine. Oui. Ça m'avait marqué. Ah, oui. En fait, c'est comme si tu avais ta recette. Oui. Le troisième, c'est tu mets le plat au four, tu vois là, c'est le résultat. Oui, on peut voir. La cuisine, c'est surtout, si on devait la qualifier d'un mot, je dirais que c'est tracer les sources. Tracer les sources. Ouais, ce qui est le plus important. C'est le plus important. Et c'est le propre de l'historien. C'est un réflexe d'historien, ça. Tu traces les sources immédiatement pour voir qui a dit quoi, qui a fait quoi et d'où ça vient. Si ça vient de telle secte, c'est sûr que... Bon, voilà, tu ne peux pas te permettre. Donc, tu essayes, tu tentes. En ufologie, c'est très difficile. C'est pour ça que je parle de la cuisine. Et c'est pour ça que la collaboration, l'échange d'informations entre chercheurs, surtout anonymes, est très importante. Parce que chacun est plus ou moins dans la cuisine, on se retrouve là, on échange des informations sur tel cas, ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah tiens, j'ai quelque chose, je te l'envoie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors tout comme pour le livre du catalogue raisonné italien, tu as réalisé une fois de plus les dessins des rencontres rapprochées du troisième type. Ce serait bien d'expliquer aux auditeurs ou aux gens qui observent un peu tout ça. Combien de temps ça te prend pour faire un dessin de RR3? Bon, je tombe dans la journée en général, hein. Il faut quelques heures, parce que je ne prends pas de modèle, je lis ce qu'a dit le témoin ou les témoins, et puis à partir de là, ben, bon, c'est une interprétation d'artiste nécessairement, hein. Et puis j'ai un jet comme ça, très rapide au brouillon, et à partir de là, mais je copie pas. C'est l'image de ce que raconte le témoin qui vient en moi et je l'interprète comme ça, je vois les choses comme ça. Donc je me sers de ce que j'ai dans l'esprit, parce que la peinture, le dessin, c'est quelque chose de purement mental, hein, évidemment. La main n'est que le prolongement du mental. Et donc ça va très vite, hein, en fait, ça va très très vite. Des fois, très souvent, quand j'ai fini le dessin, je le scanne, et puis je passe sur Photoshop, et c'est peut-être ça qui prend le plus de temps, quand je corrige des détails pour m'amuser sur Photoshop, tu vois. Mais ça va quand même très très vite, hein. Le corps humain, j'ai pas besoin de le copier, surtout dans mon style particulier. Comme tout le monde, j'ai un style, hein, à force de faire, on reconnaît de planche en planche. Donc là, j'ai fait, pour ce livre dont tu parles, j'ai fait une trentaine de planches, plus plein de dessins qui illustrent, ou qui sont intégrés au texte, si tu veux, qui illustrent les textes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, hein. Et j'en avais fait 25 pour le catalogue raisonné italien aussi. Donc ça fait du boulot, mais bon, si tu veux, il y a un jour par dessin, ça fait 2 mois de boulot répartis sur une année, bon, c'est quand même du travail, oui, bien sûr, mais c'est pas autant de travail qu'écrire, pour moi. Après, chacun travaille comme il veut, hein. Et puis c'est agréable, tu lis le cas, tu as un dessin, ça te met bien en phase avec ce qu'a dit le témoin, même si naturellement, tu n'y étais pas, hein, donc c'est pas... mais c'est quand même important. Ça donne du rythme, une sorte de musique, une sorte de rythme, et ça rend agréable la lecture. Parce que si tu commences à lire des cas, il y en a 106, il y en a même beaucoup plus en fait, mais parce que tu fais des comparaisons, des parallèles, bon, si tu commences à lire tous les cas d'affilée, au bout d'un moment, voilà, c'est un petit peu... Et quand c'est tranché par un dessin, tu regardes le dessin, voilà, tu l'associes au cas, voilà, ça va. Et tu peux passer à autre chose, tu vois, c'est plus agréable, je dirais. Et c'est un élément important, hein, finalement, je trouve. C'est de la forme, hein, bien sûr, ce n'est que de la forme, c'est pas le fond. Mais c'est quand même important. Et quand tu dessines une affaire de rencontre rapprochée troisième type avec la description de l'engin ou des engins et des des entités, est-ce que ça peut-être t'apporte d'autres éléments pour parler du cas? Ça peut parce que... Mais il faut faire attention, parce que tu as le problème du style. Ou de commenter le cas. Oui, parce que tu as le problème du style. Or, le style, c'est quelque chose qui t'échappe, nécessairement. Ça se travaille, mais ça t'échappe. Et quand tu vois de dessin en dessin, tu te rends compte que c'est la même personne qui les fait. Donc, tu as une ressemblance entre les dessins, quand même si le cas est totalement différent. Donc, il faut faire un peu attention à ça aussi. Et c'est vrai que ça permet de mieux concevoir, de mieux illustrer certaines analyses. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond dans cette histoire. Bon, tu es obligé de faire un récit des cas. Là, j'ai sélectionné 106 cas. Bon, je l'ai fait avec des critères précis. Et c'était pas facile, parce qu'il fallait... je voulais une répartition dans l'espace mondial, parce qu'on ne pouvait pas prendre que des cas américains et français, par exemple. Voilà. Il faut essayer de répartir un petit peu partout. Et je voulais une répartition chronologique, surtout partant de 1944 jusqu'à le plus loin possible. Donc, je suis arrivé en 2015. Bon. Donc déjà, ça restreint. Hein. Après, je voulais des cas où il y ait quand même un minimum d'enquête et de références et de sources. Et je voulais aussi, alors si possible, évidemment, après l'idéal, c'est des cas à témoins multiples et avec des traces, évidemment. Donc tout ça, tous ces critères font que finalement, c'est pas si facile de tomber sur une liste comme ça. Alors donc il faut le faire, tu fais le récit le mieux possible, mais l'intérêt, il n'est pas là. L'intérêt documentaire, il est là, mais l'intérêt, c'est qu'est-ce que ça te dit, tout ça?
Qu'est-ce qui nous est dit à travers ça? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Quelle est la problématique de tout ça? C'est ça qui est intéressant. Après le reste, tu sais, des cas, si tu as une bibliothèque importante en ufologie, tu en trouves tant que tu veux, hein, des cas. Où tu balayes le catalogue Rosales, même s'il y a un peu tout et n'importe quoi dedans, tu fais une grosse sélection, avec l'habitude tu vois, tu regardes, tu traces un peu la source, tu regardes ce qui est dit, bon ça va, quand les gens ils voient des sirènes ou Neptune avec son trident sur fer d'argent, tu balances, et quand tu vois que c'est les frères de l'espace et des sectes, tu balances aussi, quand tu vois qu'il y a 3 lignes, tu balances aussi, parce que de toute façon tu ne peux pas l'utiliser, et ça se restreint. Donc tu trouves des cas, je veux dire, une fois que tu as fait le travail de déblayage, tu trouves des cas. C'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est la 3e partie où je procède à une analyse. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Parce qu'il y a une structure sous-jacente là-dessous. Elle est là, l'analyse, c'est ça l'intérêt. Quelle est la structure sous-jacente? Qu'est-ce qui nous est dit si quelque chose nous est dit? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors pour les gens qui vont donc se procurer ce livre, est-ce que tu leur conseillerais, je sais pas, de réviser des choses avant de le lire? Comme toujours, tu sais, c'est comme en histoire de l'art. Hein. J'avais un prof qui disait qu'il n'y a pas de créateur, il y a que des héritiers. Ce qui était un peu exagéré quand même. Mais c'est vrai en partie. Le livre, il ne tombe pas des nuages comme ça, quoi. Hein. Il s'appuie sur... il y a 600 livres, hein, derrière. Donc il s'appuie sur un tas de choses, et on en revient à l'histoire des idées. Si tu ne connais pas du tout l'histoire des idées, par exemple tu viens d'arriver dans l'ufologie, et tu es dans le mythe populaire purement extraterrestre, Tolé-Boulon, ou un peu moins, et que tu tombes là-dessus, c'est sûr que le choc risque d'être un peu violent, hein, quand même. Bien que je prenne non pas la précaution, parce que je le pense réellement, à la fin, il y a un petit chapitre marrant sur quatre hypothèses que j'appelle amusantes, tu vois. Et j'explique bien que l'hypothèse extraterrestre n'est pas du tout remise en cause. Au contraire, parce que j'avance, parce que je constate dans cette partie 3. C'est même tout à fait à ça qu'il faudrait s'attendre. Voilà. Mais ça va quand même secouer le cocotier, un peu, hein, voilà. Parce qu'un phénomène qui est capable de faire ça, de te montrer ça, il est capable de tout faire et de te montrer tout ce qu'il a envie de te montrer et n'importe quoi. Donc voilà, ça relativise bien des choses et ça ouvre d'autres perspectives. C'est en ça que je dis que celui qui va finir ce bouquin n'aura plus jamais tout à fait la même vision. Il sera descendu un peu plus en profondeur et il y aura eu un élargissement de sa compréhension du phénomène. C'est le but visé, bien sûr. Hein. Voilà. Après, il y en a qui comme toujours, hein, il y en a qui adhéreront avec enthousiasme, il y en a d'autres qui diront oh, voilà, c'est mieux ce que je croyais avant. Mais ça c'est comme ça, tu peux pas... En fait, comme tu m'expliques comment est ce livre, enfin surtout la 3e partie, oui. Là, je sais pas, j'ai une image de canards dans une mare qui voient une voiture passer, mais qui s'en foutent et qui continuent à manger leur pain ou autre chose. Oui, ben c'est un peu l'ufologie aujourd'hui. Ou même pour le phénomène. Oui, parce que la croyance pure se suffit en elle-même, comme toujours. Finalement, pour un tas de gens, ils n'ont pas du tout envie de savoir, d'analyser ou de savoir ce que c'est, ou de faire un travail qui est pénible, il faut aller dans la cuisine, bon, ils n'ont pas du tout envie de ça, hein, les gens, ils ont envie de croire et de rêver. Donc, parce que tu sais pourquoi ? Les Grecs, les anciens philosophes grecs l'avaient très bien défini, parce que la croyance pure a un effet qui est particulier, qu'ils appelaient l'enthousiasme. Alors le concept n'est pas le même par rapport à ce qu'on appelle enthousiasme aujourd'hui. Hein. Le concept était possession par une divinité qui t'aveugle, mais en échange te donne la joie et l'énergie, autrement dit le bonheur. Et c'est sûr que les gens ont envie de croire, de rêver, et ils sont heureux grâce à ça, ils ont l'énergie, et ils n'ont pas envie de savoir à quoi ils ont affaire. Et de plus en plus. Donc voilà, alors peut-être que le livre ne s'adresse pas du tout à ces gens-là, bien sûr. Ils liront les cas, voilà. Ils regarderont les dessins. Ou ils regarderont les dessins dans le pire des cas, comme au Moyen-Âge, on faisait des fresques sur le mur des églises, comme ça les gens ils lisaient, oui. Ils regardaient, voilà, ils seront contents des dessins.
Le livre est assez extraordinaire, hein, pour ça il est rare qu'il y ait, je sais pas, il doit y avoir peut-être 50 dessins dedans, en tout, en comptant ce qui a été injecté dans les écrits à proprement parler, hein, ce qui n'est pas planche à part. Donc il y a beaucoup de dessins. Donc à partir de là, tu peux te faire une représentation des cas et rêver à partir de là, et ça marche aussi. Voilà, et tu peux dire, bon, je veux pas en savoir plus. Il faut bien lire la première partie. Tu as notamment un petit paragraphe où je parle de base idéologique et où j'explique dans quel genre de guerre on se trouve, pourquoi, comment, qu'est-ce que la rationalité, qu'est-ce que la rationalisation, qui n'est pas du tout la même chose, qu'est-ce que sont les phénomènes de croyance derrière, qui est l'autre extrémité du spectre. Et ça, c'est des outils que tous les gens un peu sérieux et sincères devraient bien méditer, parce que c'est des armes redoutables quand tu les as. Hein. Voilà. Et je donne même des références qu'on peut lire là-dessus. Donc je ne suis pas non plus... comme je le dis souvent, je ne crois pas aux ovnis. Je pense que il y a un problème sérieux là derrière et intéressant en plus. La démarche est tout à fait différente. Quand j'avais 18 ans, je croyais, bien entendu que je croyais comme tous, on est tous passés comme les copains. Mais avec l'expérience, tu en viens à d'autres attitudes. Donc je ne suis pas sectaire, branché là-dessus, obnubilé par ça. D'ailleurs, je le dis souvent à des amis, quand on parle de moi, on tape sur internet, on voit Eric, hein, il s'intéresse qu'à l'ufologie. C'est totalement faux. Mais bon, tu meurs demain, il restera ça sur internet, on dira, bah ouais, ce mec-là, il était un ufologue. C'est totalement faux. C'est peut-être 1% ou 2% de mon fonctionnement mental, de mon activité. Donc ce livre est un peu un livre, pas testament, mais c'est le dernier que j'écris sur la question, c'est sûr. Parce que après, je pourrais toujours faire des analyses ou des trucs comme ça, mais même moi, j'en ai pas envie. Je dis ce que j'ai à dire dans la troisième partie, c'est-à-dire que je montre quelles sont les choses selon moi, voilà. Et après, chacun en fait ce qu'il en veut. Là, comme on est avant la sortie de ce livre, oui. Est-ce que tu penses un peu, tu sais, comme on avait fait pour Revenir et Conscience, est-ce qu'il y aura un avant et un après? Tu sais, vu l'évolution actuelle de l'ufologie, faut voir, je sais pas, s'il y a encore quelques chercheurs, quelques personnes qui réfléchissent un peu, qui cherchent à aller au fond, en fait, qui cherchent à avoir une réflexion sur le fond. Le livre les intéressera. Maintenant, ceux qui veulent juste lire des cas, par exemple, on parlait la dernière fois de ceux qui lisent à la plage, ceux qui veulent lire des cas, ils ont du matériel aussi, ils ont les dessins avec, donc voilà, c'est bien aussi, tu vois. Alors après, l'impact du livre, il faut savoir, hein, je le dis, la troisième partie est la plus importante, puisque c'est la partie d'analyse de tout ça, où je dis ce que je pense, mais je le dis à ma façon, c'est-à-dire que, en fait, chaque paragraphe de cette troisième partie pourrait faire un développement de 50 pages. Mais c'est pas moi qui ferai cette exégèse. C'est pas moi. Donc je dis des choses, beaucoup de choses sont sous-jacentes et pourraient être développées, énormément. On pourrait faire un livre du triple de volume rien qu'en développant la troisième partie. Hein. Et puis ça, ceux qui sont intéressés vraiment, les vrais chercheurs, ceux qui s'intéressent vraiment, qui veulent comprendre, je pense que ça leur fournira des arguments, des éclairages. Je pense de toute façon que je ne sais pas s'il y aura un avant, un après, tu sais, il y a tellement de publications, il y a tellement de... Moi je parle surtout de la troisième partie. Oui, je pense qu'on ne sortira pas de là avec la même idée par laquelle on y est rentré. On sortira de là avec une vision quand même pas mal modifiée de ce que peut être ce phénomène. Ouais. Ça je pense. Si ça aboutit comme ça, c'est que j'aurais réussi le livre. Voilà. Après, bon, il y en a qui diront pas du tout, ça ne nous intéresse pas, ou il y en a qui adhéreront totalement, très bien. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'apporter un élargissement de la vision, si tu veux, que l'on a de cela. Tiens, j'avais pas vu ça comme ça, et c'est vrai qu'en voyant les cas, en les mettant les uns à côté des autres,
Ah oui, ça ressemble à ça ressemble à ce qu'il dit là. Ouais, c'est pas mal, tu vois. Voilà, c'est un peu l'idée. Après, bon, voilà, tu sais, l'ufologie est un vaste domaine, chacun a la sienne et chacun voit les choses à sa façon. Voilà. Alors moi je ne vois pas les choses à ma façon, je vois les choses telles qu'elles remontent du terrain. Et quand elles se multiplient, je dis, ah, là il y a quelque chose, donc on analyse, et pour moi ça donne ça. Voilà, ça c'est une caractéristique précise. J'en parle, je donne les exemples, y compris visuels, puisque c'est dessiné, j'ai fait des petites planches où je mets les cas comme ça, et on voit effectivement toujours la même chose sous une forme différente. Donc il y a quelque chose là-dessous. Et il faut rechercher la structure, qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a plusieurs interprétations possibles, donc je donne la mienne, qui est généralement, je m'efforce toujours d'être sur la voie du juste milieu, si tu veux. Dans ce domaine, il faut faire attention, parce que tu peux partir très vite. Bon, voilà. J'essaie de coller au terrain. C'est une expression que j'ai souvent. La personne, elle m'a dit ça, les gens ont dit ça, ils ont raconté ça. Voilà, tu prends, brut, qu'est-ce que ça te dit? Et surtout comparé à d'autres cas, qu'est-ce que ça te dit? Voilà, c'est toute l'histoire de ce livre finalement, et de ma façon de voir les choses. Quand je t'avais interviewé, je t'en avais parlé tout à l'heure en off, quand je t'avais interviewé en février-mars 2012, je ne me rappelle plus vraiment, tu avais une certaine approche du phénomène qui a évolué. Est-ce que le fait d'avoir coécrit OVNI et Conscience et rencontré donc Philippe Guillemant, Solal, est-ce que ça t'a amené à la troisième partie de ce livre? En partie, oui. En partie. Alors en vérité, je vais te dire ce que je t'avais dit à notre dernière entrevue. Les choses que je soulève là-dedans, les différents points de l'analyse, si tu veux, contrairement à ce qu'on peut... Il y en a certains, ça va leur tomber dessus comme une révélation, quoi. Pourquoi? Mais parce qu'il y a ma démonstration conceptuelle, plus les dessins qui appuient. Voilà. Mais ces choses-là ne sont pas récentes. Il faut bien comprendre ça. Tout ce que l'on croit savoir sur ce phénomène a été inventé par l'ufologie française, pas américaine, anglaise ou je sais pas quoi, par l'ufologie française entre 75 et 80. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, les conclusions auxquelles j'arrive en prenant ces cas, en regardant de la manière la plus objective possible ces cas, d'un point de vue ufologique bien entendu, hein, recoupent ce qu'on avait déjà pressenti à l'époque, et ce qui avait déjà été développé. Mais là, je le présente différemment, avec des enchaînements de cas où tu vois bien que c'est la même chose, avec des dessins, avec... voilà. Donc, mais pour certains, ce sera une révélation. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, il n'existe pas une histoire des idées en ufologie. Donc les gens partent dans des pistes sans savoir qu'elles ont déjà été explorées depuis longtemps, que des fois elles ont abouti à des impasses, ou qu'on n'a pas pu aller plus loin, ou que, tu vois, ça manque. C'est terrible parce qu'il y a quand même 600 bouquins hein, en français sur les ovnis, il pourrait y avoir un livre sur l'histoire des idées, quoi. Mais non, le sujet ne doit pas être considéré comme suffisamment sérieux. Et ce qui fait que la nouvelle génération ignore tout de ce qui s'est passé à cette époque, mais elle ignore tout, même des bases, hein, évidemment. Elle n'a aucun outil idéologique, par exemple, qui lui permettrait de naviguer là-dedans. C'est très difficile. Donc, je rappelle un peu tout ça, et je pense quand même que ça va en secouer plus d'un, parce qu'on en arrive quand même à certains constats, à certaines conclusions. Si tu vas au bout des choses, même si ce n'est pas formulé explicitement, parce que je suis prudent, si tu vas au bout des raisonnements, il y a de quoi être secoué quand même. Hein. Comme la troisième partie, finalement, c'est un peu le... C'est que sur le phénomène, sur ce qu'on parlait en novembre, l'anticipation du post-événementiel, etc. Oui. Alors ça, il y a un développement là-dessus, hein, dedans. En partie, j'explique comment je vois les choses en le reliant à de la physique. Pas en partant comme ça. Je prends comment dire, la vision actuelle de la physique et classique. Je parle très peu de physique quantique, par exemple. Non. Je parle de physique classique. Steiner, donc... Voilà, je fais référence à Mark Tegmark,
Et je fais quelques dessins pour bien expliquer quelle est la vision qu'ils ont. Et ça, le bon peuple, il est très loin de savoir la vision qu'ils ont actuellement en physique classique de l'univers et de la façon dont ça marche. Ça, je peux te garantir qu'il est très loin, le bon peuple. S'il le savait, bon, ça arriverait peut-être un peu dans les brancards. Bon, et j'explique comment, dans cette vision, par un dessin très simple, qui est une projection, qui est souvent utilisée par Philippe, Guillemot, comment ça pourrait marcher, cette histoire. Comment il pourrait avoir un accès à l'événementiel, mais en post-événementiel. Voilà, et il y a plusieurs possibilités d'occurrence d'ouverture de l'angle en plus. Ça peut être plus ou moins. Selon moi, c'est moins. Mais ça pourrait être plus. Donc, voilà, je l'explique, je le dis. Si tu fais un peu attention, tu comprends comment ça marche. Et tu comprends qu'on est largué, complètement largué dans cette histoire. On ne peut rien faire. Rien faire. Tu ne peux que constater après. Voilà. Parce qu'à partir du moment où le phénomène se manifeste, si les conditions sont réunies, mais les conditions tu les ignores, et si elles ne sont pas réunies, ne se manifestent pas, comment tu fais? Tu constates après coup. Et c'est tout ce qu'on fait. Voilà. Et ça explique notamment l'élusivité. Voilà. Donc ça, il y a un diagramme, il y a un dessin, c'est bien expliqué. Et je ne me suis pas trop avancé parce que la plupart des physiciens sont dans ce trip-là aujourd'hui. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et comme dit Klein, le problème c'est le temps là, au milieu. Qu'est-ce qu'on fait du temps? Et ça, c'est les discussions entre eux. Mais moi, je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Je ne suis pas physicien. Et donc, ce point est abordé un peu avant les 4 hypothèses amusantes qui pourraient expliquer, j'en ai pris 4 comme ça, mais c'est bon, c'est assez rigolo, quoi. Mais moi, je vois ça d'une manière rigolote. C'est pas une idéologie non plus. J'y crois pas non plus, si tu veux. C'est pas ça. Je dis, tiens, ça pourrait correspondre à ce qu'on observe, à ce que les témoins rapportent. J'en reviens toujours là, toujours au terrain, toujours au terrain, toujours au terrain, sans arrêt, sans arrêt. Attention, c'est le terrain, l'ufologie, hein. C'est pas... Oui, l'ufologie populaire, telle qu'on la conçoit, c'est le terrain. Parce que 95, allez, je suis gentil, 95, c'est peut-être plus, de ce que l'on sait de l'ufologie, enfin, de l'ufologie, c'est ce qui remonte du terrain. Et tu as 5% de faits plus objectifs, les éco-radars et machin. Et quand tu lis un rapport comme celui que j'ai lu dernièrement, qui est le fait de scientifiques, tu t'aperçois tout de suite de la différence. Eux, ils se fichent du terrain. À la limite, un cas où il n'y a pas de témoin, ils préfèrent. Tout ce qui est... Sur 70 ans, ils vont te prendre 10-15 cas. Où justement, il y a très peu de témoins, mais où tu as quelques preuves, entre guillemets, plus objectives, comme des éco-radars, un film infrarouge, des choses comme ça. Et alors là, ils vont te le décortiquer. Voilà. Et ça fonctionne que là-dessus. Mais du coup, tout ce que je dis à la troisième partie, c'est pas accessible. Pour eux, ils s'en privent, évidemment. C'est sûr qu'ils s'en privent. Ils peuvent pas... mais il y a un revers de la médaille aussi. C'est-à-dire que moi, je prends des risques. Évidemment, tu travailles sur le terrain. Qui te dit que tel cas est vrai? Mais tu n'y étais pas. Ouais, c'est ça. Tu fais pour le mieux, comme toujours, mais tu n'y étais pas. Donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'une partie de ta démonstration peut tomber à l'eau. Et c'est arrivé des dizaines de fois, cette histoire-là, à tout le monde. Et c'est pour ça que la cuisine est importante. C'est parce qu'il faut essayer de discriminer les cas. Il faut avoir de l'information sur les sources et la nature des cas. Et c'est ce qui manque terriblement en ufologie. Et c'est pour ça, et c'est de ça qu'elle est en train de mourir. Parce que le brouillage humain a pris une telle ampleur. D'un certain point de vue, il est plus réel et plus puissant que le phénomène lui-même. C'est un côté mythologique, si tu veux, mais qui est une propre production humaine, qui a pris une telle ampleur qu'à la limite, aujourd'hui, on ne peut plus faire une étude, parce que tu ne sais plus sur quoi tu travailles. De toute façon, tout le monde s'en fiche, tout le monde est sur les réseaux sociaux en train de délirer complètement et de raconter tout et n'importe quoi. Ça s'appelle la fin d'une ufologie populaire, au sens où je l'entendais moi, c'est-à-dire de sérieuse et qui essaie de faire de la recherche. Voilà. Tu comprends les scientifiques. Tout ça ne nous intéresse pas. On prend, tiens, tel cas, il y a eu un éco-radar, allez, on va décortiquer l'éco-radar pour voir ce qu'on peut en tirer. Là, il n'y a pas de brouillage humain. Là. Il y a l'interprétation des graphiques, des machins, des trucs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ceux qui veulent bien s'y intéresser un petit peu, ça c'est même pas 1%. Après tout le reste, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc le problème est réglé. Bien sûr. Bien sûr. Quand tu as un livre comme ça, bon, ça n'a pas de sens pour eux. C'est pas assez objectif.
Bien sûr, nul ne peut se substituer au protocole scientifique, de toute façon. Mais on a quand même cette liberté d'essayer d'analyser à partir des témoignages humains et de comprendre. D'où ce livre. Voilà. S'il y a une leçon à tirer de ce que j'ai écrit, là, c'est qu'en fait, le phénomène, il sait beaucoup trop de choses. C'est ça que te dit le mimétisme aussi, l'effet miroir et tout. D'abord, je me montre, regarde-moi bien, je m'en vais parce que tu ne peux pas m'attraper ni comprendre, ça c'est la première chose. Toutes vos productions, là, ça nous fait tout juste rire, on les transforme comme on veut, on vous montre ce qu'on veut. Et au-delà, il y a quelque chose de plus dérangeant, c'est qu'il te dit, je sais qui tu es, je vois même ce que tu ne vois pas à l'intérieur de toi-même, et je vois même ta part d'ombre. Et ça disparaît. Alors ça, c'est très embêtant. C'est même gênant pour le côté privé, quoi. Ouais. Mais enfin, pour la vie privée. Ouais, mais c'est même inadmissible d'un point de vue général. Parce que c'est une forme d'omniscience, à la fois d'ubiquité, d'omniscience. Où a-t-il accès à cette information? Où? Comment peut-il savoir ce que tu as à l'intérieur de toi-même? Alors, si tu es seul, on dira, oh, ça va, c'est une hallucination, ça explique tout. S'il y a plusieurs témoins, c'est plus embêtant. Alors là, ils se sont concertés ensemble et donc ils ont monté ça. Mais c'est toujours pareil, c'est histoire de liquider les problèmes, tu vois. En fait, si tu tentes d'appliquer de relier ça à une théorie, dans le cadre, on y revient, dans le cadre du matérialisme, il n'y en a pas. Bon. Il y en a une, la seule qui soit à notre disposition, bien qu'elle ne soit pas admise, ça s'appelle l'idéalisme. Et c'est le courant qui commence à monter en physique, par le biais de la physique quantique principalement. Mais là, tu ne peux pas te substituer aux physiciens, parce que ça concerne l'ontologie, et tu n'es pas formaté pour ça, et même ceux qui sont formatés pour ça, qui ont le bagage, ne sont pas d'accord entre eux. Donc, voilà. Mais, quand tu considères ce que te dit le phénomène, et ce que rapportent les témoins, il est évident qu'ils ont accès à une physique, ce que j'appelle une physique, c'est-à-dire une compréhension de la réalité, c'est de ça dont on parle, qui se rapproche beaucoup de l'idéalisme quand même, c'est-à-dire de la primauté de la conscience dans tout. C'est la seule chose qui explique, enfin une des rares choses qui explique cet accès inouï à l'information, qui leur donne cet avantage avec la manipulation du temps, etc. Et c'est ce qu'on constate chaque fois arrivé au bout, quand tu arrives au bout du rouleau, tu as passé 200 cas, qu'est-ce qui reste, quel est le substrat, quelle est la structure dessous, et tu retombes toujours là-dessus.